Bonsoir mesdames et messieurs, merci de choisir la première chaîne de télévision nationale. La Guinée, à l'instar des autres pays du monde, a célébré la journée mondiale du sida. Le 1er décembre est l'occasion de mettre en lumière tout ce qui relève les défis quotidiens de combattre le VIH-sida, améliorer les traitements, garantir l'accès aux droits et aux soins, combattre également les discriminations et précarités. Ce sont des mots qui ont retenu notre attention lors de la journée mondiale du 1er décembre 2017. Alors, quelles sont les perspectives d'ici 2030? Les éléments de réponse, c'est avec notre invité du jour, Dr Keita Nansira, spécialiste sur les questions liées au VIH-Sida, donc du Comité national de lutte contre le sida. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Dr Keita. Merci d'avoir accepté notre invitation, de répondre à nos questions. Certainement, les téléspectateurs vont vous appeler directement pour vous poser des questions sur les questions donc liées au VIH-Sida. Nous revenons à vous juste après ceci. Ok, ok, d'accord. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur, 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment VIH-Sida. Nous allons donc faire une rétrospective sur la journée mondiale du VIH-Sida, docteur Keita. Alors, vous, spécialistes, qu'est-ce que cette journée signifie pour vous, mais aussi les autres acteurs et les autorités du pays? Merci, madame. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de passer sur ce plateau. En fait, la JMS est la journée internationale consacrée pour la sensibilisation du sida. Elle a été créée en 1988 par l'OMS et approuvée par l'Assemblée des Nations Unies. Elle fait partie également des 8 campagnes officielles en faveur de la santé. Donc, pour revenir toujours sur les perspectives, on a plein de perspectives actuellement. Par exemple, la nouvelle politique dépister traité est une perspective que la Guinée vient de commencer dans notre pays. En fait, il y a 2 ou 3 ans, pour être soumis au traitement ARV, il fallait attendre jusqu'à ce que le taux de CD4 soit à 350. Mais de nos jours, toute personne qui est dépistée VIH positif est directement mise au traitement ARV, bien sûr après les examens biologiques. Donc ça, c'est une perspective qui est à saluer. Et puis encore toujours en parlant des perspectives, nous avons les 3 objectifs 90-90 assignés par l'ONU-SIDA. D'ici 2020, nous voudrions que 90% des personnes connaissent leur statut sérologique. Alors, on va revenir tout à l'heure dessus. Bien, vous allez nous rappeler, docteur Keita, quel est le thème retenu pour la journée internationale du 1er décembre dernier? Cette année, c'est droit à la santé. Droit à la santé. Droit à la santé. Droit à la santé. C'était le thème retenu. Alors, la situation actuelle, vous allez nous en parler tout à l'heure. La situation actuelle, vous allez revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Okay, la situation actuelle de la maladie dans le monde, mais aussi en Afrique, mais particulièrement en Guinée. Voilà, merci madame. La situation actuelle du VIH dans le monde après l'ONU-SIDA, 36,7 millions de personnes vivent avec le VIH-Sida, dont 2,1 millions d'enfants. Et en termes de nouvelles infections, nous avons 2,1 millions de personnes de nouvelles infections et 160 000 contre 300 000 en 2010, ce qui signifie une avancée très progressive. 1 million de décès contre 1500 en 2010. Ça, c'est un aspect mondial. En Guinée, totalement, nous sommes à 125 000 personnes qui vivent avec le VIH, dont au niveau de la population générale 1,7%, au niveau des femmes 2,1% et au niveau des hommes 1,2%. D'accord, les chiffres sont quand même alarmants. Bien sûr. Alors,
la journée, nous parlons toujours de la journée mondiale du VIH à Conakry, hein, dans le pays, à Conakry, à l'intérieur du pays. Quelles sont les structures sanitaires qui ont été bénéficiaires ou les structures sanitaires qui ont servi de cadre de dépistage à outrance? C'est toutes les structures ou bien c'est à Conakry, vous êtes centré à Conakry ou vous êtes également, vous étiez représenté à l'intérieur du pays? Non, madame, il n'y a pas de structure définie pour ça. Il y a actuellement en Guinée 162 structures de dépistage volontaire. 162 structures d'après le programme national de prise en charge sanitaire. Donc, les gens peuvent aller dans plus de 162 structures de dépistage volontaire. Sur l'étendue du territoire national. Sur l'étendue du territoire. Nous avons 369 structures de prévention de la transmission mère et enfant et 62 structures de prise en charge. Donc le pays est vraiment couvert par rapport à cette prise en charge et le dépistage volontaire. Oui. D'accord. Alors avant de poursuivre, nous allons suivre un élément de reportage sur la journée mondiale du VIH-Sida passée de la semaine dernière, le 1er décembre j'allais dire. L'élément de reportage, si c'est pas prêt, nous allons poursuivre donc. La journée mondiale contre le sida a été marquée à Conakry par cette marche placée sous le signe zéro tolérance. Sur une distance de près de 2 km, plusieurs jeunes venus d'ONG et de la société civile pratiquent l'exercice. À leur côté, le réseau guinéen des parlementaires pour la lutte contre le sida et la tuberculose. Nous prenons l'engagement ferme d'œuvrer sans relâche dans la lutte contre le VIH-Sida en Guinée, de soutenir les personnes vivant avec le VIH-Sida et surtout d'œuvrer à ce qu'il n'y ait pas de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-Sida. Ça sera l'occasion encore pour nous de sensibiliser la population, de faire comprendre que les ceux qui souffrent de cette maladie, c'est des gens que nous devons approcher et ne pas surtout les stigmatiser. Pour l'accélération de la lutte, les ONG et partenaires impliqués dans le combat ont mis l'occasion à profit pour passer des conseils pratiques liés au risque de l'épidémie. Nous devions accepter de nous faire dépister. On ne doit plus mourir de sida à ce stade. Parce que les moyens de se protéger sont aussi à notre disposition. Les moyens de pouvoir nous protéger sont aussi à notre portée. Vous allez voir tout de suite au sortir d'ici, c'est des caisses de préservatifs qu'on va ouvrir. Les gens vont prendre ça pour de la blague. Parce qu'on va se mettre à les lancer, les gens vont faire un certain nombre de joies dessus. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de l'amusement. Il s'agit de notre santé. Il s'agit d'une entité qui a l'obligation d'avoir la responsabilité du développement de ce pays demain. La journée mondiale contre le sida en Guinée est une journée remplie d'espoir et d'espérance. Elle rappelle qu'en poursuivant les efforts, nous parviendrons à faire de ce monde un monde sans sida. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur Keita. Nous avons vu tout à l'heure un élément de reportage sur la journée mondiale du sida. On a entendu dans ce reportage la stigmatisation, la discrimination, mais vous allez développer ça un peu plus tard. Alors, nous allons poursuivre donc notre campagne en mode Dites-moi tout, docteur. Parlez-nous un tout petit peu les objectifs d'ici 2030, sinon d'ici 2020 peut-être. En fait, par rapport aux objectifs, nous allons parler les 3,90 qui se sont que les 3,90. 3,90. Qu'est-ce que cela veut dire? Les objectifs de l'ONU-SIDA. 3,90. Oui. Ça veut dire, je vais vous expliquer. Très bien. Les 3,90. Le premier 90, qu'est-ce que ça signifie? Nous voudrions que d'ici 2020, que 90% des personnes connaissent leur statut sérologique dans le monde entier. Le deuxième 90% des personnes vivant avec le VIH soient
en mesure de recevoir les traitements antirétroviraux. Et le troisième 90, nous voudrions que les 90% des personnes vivant avec le VIH soient avec une charge virale supprimée. C'est-à-dire, une personne qui est déjà avec une charge virale supprimée ne peut plus transmettre la maladie. Donc, ils peuvent faire des enfants sains et vivre longtemps, le plus longtemps que possible. D'accord. Docteur Keita, vous pensiez, avec les 10 autres qu'on a laissés, les 10 autres personnes, c'est-à-dire que l'objectif de ne plus avoir le sida, l'objectif est atteint? Bon, sur le plan mondial, oui, l'objectif est atteint par rapport aux 3,90. Et les 10 autres, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, bon, l'objectif est d'atteindre d'abord les 3,90, puisque c'est vrai, il est facile d'atteindre un objectif de 1 à 99, mais difficile d'atteindre de 99 à 100. Mais pour le moment, le problème est situé à ce niveau. Ce qui est sûr, si nous atteignons les 90%, les mesures seront doublées encore, les efforts seront doublés pour pouvoir atteindre les 10% restants. D'accord. Mais c'est ça l'objectif. Les 3,90, 3,90, 3,90, quand on est si on respecte ces 3,90-là, on peut circonscrire plutôt la transmission du VIH. Alors, dans le même objectif, moi, je vous demanderais, on ne saurait parler du VIH et SIDA. C'est une question qui m'est venue à l'esprit, du SIDA sans toucher du doigt la couche, la gente féminine et la jeunesse aussi, car une mère porteuse du VIH, et lorsqu'on sauve le bébé, alors on a sauvé une jeunesse. Et l'un des objectifs aussi de votre comité, Comité national de lutte contre le sida, mais aussi sauver, je l'ai dit, sauver une jeunesse. C'est un des objectifs donc, de votre Comité national de lutte contre le sida. Alors, parlez-nous d'autres priorités de votre comité, docteur Keita. Oui, en fait, notre priorité, c'est de sauver toute la population guinéenne. Mais comme vous venez de le dire, particulièrement les femmes et les enfants. Pour cela, il y a le service PTME, la prévention de la transmission mère et enfant. Elle consiste à dépister la femme enceinte et lui mettre sous prophylaxie pour pouvoir protéger la vie de son futur bébé à venir. Donc, une femme enceinte qui se présente dans une structure de santé est automatiquement testée. Et si la femme est testée qu'elle est séropositive, on est soumise directement au traitement pour prévenir, elle, sa vie, mais aussi sauver la vie le nourrisson. D'accord. Oui. Ensuite, d'autres priorités, Yana? Oui, bon, on a d'autres priorités, c'est la disponibilité, faciliter l'accès aux soins. Par exemple, nous sommes en train de multiplier, nous sommes en train d'installer partout à travers le pays les sites de prise en charge pour approcher encore le service aux patients. Par exemple, les sites de prise en charge dont je vous parlais tout à l'heure, d'ici jusqu'à Zérekoré, partout où vous rendez, vous trouvez des centres, des sites de prise en charge, des sites de dépistage. Tout cela est fait pour que le population... Est-ce que les gens viennent se faire dépister? Bon, et par rapport à ce problème de dépistage, nous allons encore revenir sur les 3,90 parce que l'objectif est que 90% des personnes qui sont sous traitement se retrouvent avec une charge virale neutre. Qu'est-ce que cela veut dire? Si réellement les gens viennent et qu'ils adhèrent au traitement, ils sont observants par rapport au traitement, ça va contribuer à la diminution de la transmission. Mais chez nous encore, par rapport aux 3,90%, nous sommes seulement à 6%. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que les gens, au fait, ils n'adhèrent pas correctement au traitement. Et si on n'adhère pas correctement au traitement, on ne peut pas être à l'abri. Adhérer au traitement, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire respecter le schéma de traitement et respecter toutes les conditions liées au traitement. Par exemple, si tu es séropositif et que tu es sous traitement, il faut respecter les modalités de prise des médicaments, tous les examens qui accompagnent le traitement, pourvu que tu sois vraiment à un certain temps, que tu te retrouves dans une situation, même si tu es porteur du virus, mais que tu ne puisses pas transmettre la maladie à d'autres personnes. Donc ça fait partie des objectifs 90-90, mais malheureusement en Guinée encore par rapport aux 3,90. Le problème se situe
où en Guinée, les 3,90 là? En fait, le problème se situe pour les 3,90. Le premier 90 où tout le monde, les 90% des personnes doivent connaître leur statut sérologique. En Guinée, on est à 58%. Donc vous voyez, beaucoup de choses à faire. Voilà, par rapport au deuxième 90, là où les gens doivent recevoir le traitement les antirétroviraux, nous sommes à 29%. Wow. Et par rapport au troisième 90, là où les gens doivent observer, être observants dans la prise des médicaments, nous sommes à 6%. Donc vous voyez déjà qu'est-ce qu'il faut dans ce cas, docteur Keita? Qu'est-ce qu'il faut? Sensibiliser la population guinéenne à faire quoi? Oh, bien sûr. Faire passer le message aussi dans d'autres langues. C'est ce que nous sommes en train de faire, particulièrement ma personne. Je suis en train de préparer les campagnes de sensibilisation. Je dois communiquer dans nos différentes langues pour mieux véhiculer le message par rapport au VIH, pour dire aux gens que vraiment chez nous encore on a beaucoup de choses à faire. C'est vrai, sur le plan mondial, il y a des progrès, mais chacun se préoccupe pour son pays, pour sa nation. Donc, nous, la population guinéenne, c'est ce qui nous intéresse. C'est notre priorité. Donc, nous demandons à tout le monde, surtout au PVVIH, d'accepter d'adhérer au traitement et de respecter tout ce qui rentre dans cette prise en charge en termes de médicaments, d'observance et tout ce qui suit. D'accord. Alors, parlez-nous un peu des modes de transmission. Nous, on en connaît quelques modes, hein? Mais vous êtes mieux placé pour nous donner d'éventail modes de transmission sur le VIH. Oui, merci madame. Les modes de transmission sont connus. Officiellement, il y a 3 modes. Il y a la voie sanguine, il y a la voie sexuelle et puis il y a la voie transmission mère à l'enfant. Maintenant, la voie sanguine, c'est à travers les objets souillés, à travers tout ce qui est tranchant, que les couteaux, les ciseaux, les seringues. Et par rapport à la voie sexuelle, c'est les rapports sexuels non protégés. Donc, à travers les rapports sexuels non protégés, une personne est disposée à contracter la maladie. Aussi, la transmission mère-enfant, autrement appelée transmission verticale, c'est la transmission de la maladie de la mère à l'enfant, ça peut être au courant de l'accouchement. Oui, souvent en général. C'est ça. D'accord. Alors, si le deuxième élément de reportage est prêt, vous pouvez nous le faire passer. Dans ce centre de santé de Dixina, Mamadi est venu faire son dépistage volontaire. Il profite de la journée de lutte contre le sida pour connaître son statut sérologique. Mieux vous connaître pour mieux combattre que de rester dans l'anonymat. Voilà. Syndrome de l'immunodéficience acquis, le sida se transmet par voie sexuelle, sanguine et de la mère à l'enfant. À Dixina, le service de dépistage est ouvert depuis 10 ans. Ici, un médecin conseiller reçoit des volontaires ou porteurs du virus. À l'arrivée du malade, nous demandons d'abord les adresses en l'inscrivant et après ça, on procède maintenant au dépistage. C'est le sang que nous prélevons pour faire le dépistage. Et quand il y a positivité, donc il y a 2 bandes qui sortent. Quand le résultat est là, nous envoyons les résultats au niveau du médecin qui fait la prise en charge. On les prend immédiatement en charge. Quand on était avec Faisons Ensemble, on avait plus de 700-800 patients par mois qui se faisaient dépister. Mais quand ils ont parti, ils viennent maintenant en compte-gouttes. On a 20, 30, 40 patients par mois qui viennent. Après près de 4 décennies depuis l'identification du VIH-Sida, aucun traitement n'est trouvé pour guérir la maladie. Mais l'absorption des antirétroviraux permet de ralentir l'évolution du virus. Pour l'heure, l'abstinence, la fidélité ou l'utilisation des préservatifs restent les meilleurs moyens de prévention contre le VIH-Sida. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur Keita. Aujourd'hui, nous parlons du sida et nous venons de regarder tout à l'heure un autre élément de reportage lié au VIH. Alors, quelle lecture faites-vous par rapport à cet élément de reportage? On parle de dépistage, la prise en charge encore, entre autres. Allez.
Oui, bon, par rapport au dépistage, je pense que c'est l'élément clé actuellement parce qu'on ne peut pas parler de PVVIH s'il n'y a pas de dépistage. Donc, le dépistage est la porte d'entrée de la prise en charge. Il faut que tu cherches réellement est-ce que ton statut, est-ce que tu es séropositif ou séronégatif pour parler un peu dans la suite du traitement, de tout ce qui suit. Donc, nous encourageons tout le monde. Le dépistage est gratuit. Il faut aller se faire dépister pour mieux vivre parce que si tu sais que tu es séropositif, aussi ta prise en charge est facile et tu peux espérer vivre longtemps. D'accord. Alors, on parlait tout à l'heure les modes de transmission. Qu'est-ce que vous recommandez par rapport à tout ce que vous avez cité tout à l'heure, les seringues, les outils souillés, l'utilisation, en fait, la pratique de rapports sexuels non protégés, etc., etc. En tant que spécialiste, qu'est-ce que vous recommandez aux jeunes, hein, surtout? J'ai une question que je vais vous poser tout à l'heure. Qu'est-ce que vous recommandez à la population guinéenne en général? Par rapport au mode de transmission, d'abord, nous allons parler de la voie sanguine. Le taux est très élevé par rapport à l'excision, qui est une pratique courante chez nous. 2 ou 3 personnes, jusqu'à voir 10, une centaine de personnes peuvent être excisées avec le même couteau. Et vous voyez déjà que ici l'exposition est tellement grande que le risque de contaminer beaucoup de personnes. Donc c'est une des mythes, c'est une des pratiques qu'il faut abandonner, il faut arrêter. Et puis aussi voir l'utilisation des drogues par rapport aux jeunes. Les jeunes qui se font droguer et par les seringues, ils le font à usage multiple. Par exemple, tu peux voir 2 ou 3 personnes qui se droguent avec une seule seringue. Donc c'est aussi des voies de contamination. Il faut voir aussi les lames rasoirs, les épingles, au fait, les aiguilles que les femmes utilisent dans les salons de coiffure. L'idéal serait de partir avec tes outils. Si tu veux aller vraiment te faire belle comme vous l'êtes maintenant, il faut aller. Aussi, hein. Donc, il faut aller avec tes propres, tout ce qui est matériel. L'accessoire, il faut aller avec pour éviter toutes ces éventualités. Donc, par rapport aussi à la contamination sexuelle, par la voie sexuelle, déjà, ce n'est pas une nouveauté. Depuis longtemps, il est conseillé pour toute personne dans les relations sexuelles multiples, d'ailleurs hors mariage, il faut vraiment te protéger. C'est la meilleure solution et puis c'est la sûreté. C'est vrai que les préservatifs ne sont pas à 100% efficaces, mais leur efficacité est approuvée à 99%. En parlant de préservatifs et l'abstinence dans ce cas de figure, l'abstinence, surtout aux jeunes, la question revient tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes? Se protéger ou carrément s'abstenir jusqu'au mariage? C'est ce qui est recommandé par les parents. Hein? L'idéal serait de s'abstenir, mais comme on ne peut pas, c'est avec je ne sais pas, la modernisation, l'Internet, l'Internet qui est là, on ne sait pas qui a une grande influence sur la jeunesse. Voilà, donc le mieux serait, comme je vous ai dit, la stratégie combinée. La nouvelle stratégie de la prévention, c'est la stratégie combinée. Le port du préservatif combiné au dépistage et au traitement. C'est vrai, même si tu utilises le préservatif à tout moment, cela n'exclut pas de te faire dépister. Il faut toujours te dépister, même si tu as toujours utilisé le préservatif, il faut te dépister. Au cas pour être rassuré. Pour être rassuré, pour te protéger et protéger ton conjoint, et il faut te dépister. Si tu te dépistes, si tu es positif, il faut te traiter. Donc, c'est la nouvelle stratégie, dépister et port obligatoire, port systématique du condom, dépistage et traitement. Donc, si tu te dépistes positif, il faut te traiter. Le port du préservatif n'empêche pas le traitement. N'empêche pas le traitement, parce qu'il ne faut pas dire que comme je suis n'empêche pas aussi la transmission. C'est ce que j'ai dit. On peut contracter le virus, même parfois important, en utilisant le préservatif. Non, mais ce que je veux vous dire par là, c'est vrai que si tu te sais positif, il faut quand même te protéger. Mais il faut aussi accepter le traitement. Le traitement, c'est vrai, même si tu n'es pas là pour transmettre la maladie, mais pour ta survie et pour ton bien-être, il faut quand même continuer le traitement. C'est pour cela la stratégie
et préservatif, voilà, préservatif, dépistage, traitement. C'est la nouvelle stratégie qui est en train d'être vulgarisée au niveau des... Alors, vous développez une nouvelle stratégie. Vous avez parlé tout à l'heure également de l'excision. Est-ce que cette pratique continue toujours, vous le pensez, docteur Keita? Oui, bon, il y a beaucoup de campagnes de lutte contre cette pratique, mais je ne saurais m'aventurer dans ça puisque je n'évolue pas dans ce secteur. Mais ce qu'il y a là, nous soutenons toutes les actions qui vont dans ce sens pour vraiment limiter, pour ne pas, même si on ne parvient pas à éradiquer ou à arrêter, mais quand même minimiser cette pratique dans notre pays. Minimiser cette pratique dans le pays et c'est le souhait de tout un chacun. Alors, docteur Keita, ma question revient donc. Il faut noter le milieu scolaire aussi qui est favorable aussi et qui pourrait être un nid de transmission du VIH-Sida, spécialiste que vous êtes, votre commentaire par rapport à cette question. Oui, merci madame. Ça, ce n'est pas un aspect à négliger, vu que la jeunesse représente les 56% de la société, de la population actuelle ici. Donc, il y a des stratégies qui sont en train de mettre que le gouvernement, en collaboration avec le Comité national de lutte contre le sida, on est en train de mettre des stratégies en place pour pouvoir introduire dans le curricula de l'élémentaire les modules de VIH, par exemple de l'école primaire jusqu'à l'université, parce que si le module est enseigné... L'école primaire, vous ne pensez pas que c'est un peu trop tôt avec les enfants? Oui, bon, il y a les éléments, il y a les thèmes qu'il faut dire, parce que c'est en fonction de l'âge des enfants. Et on ne peut pas aller directement dans la sexualité, mais il y a des voies et moyens, par exemple l'utilisation des seringues ramassées par terre, les instruments les aiguilles. Donc il faut dire aux enfants ce que ça peut entraîner, c'est vrai. À partir de l'école primaire, un enfant ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est le sida, mais s'il sait quand même qu'il faut se protéger des aiguilles, des instruments souillés, des lames et consorts. Il ne faut pas ramasser les lames par terre, il ne faut pas ramasser les aiguilles par terre. Vous voyez un peu ce que ça peut entraîner comme sensibilisation. Alors, docteur, moi je veux que vous reveniez un tout petit peu par rapport aux chiffres. Je disais tout à l'heure que les chiffres parlent d'eux-mêmes, sont alarmants. Vous pouvez nous rappeler les statistiques de contamination dans le pays, par exemple? Je vous disais, en Guinée, actuellement, il y a 125 000 personnes qui vivent avec le VIH-Sida. Donc, ça, c'est la population en général de personnes qui vivent avec le VIH-Sida. Mais au niveau de la population en général, la prévalence est de 1,7%. Au niveau de cette prévalence, encore, les femmes sont à 2,1% au niveau de la population et les hommes sont à 1,2%. Chez les femmes enceintes, elles sont au nombre de 3,5%. Il y a des groupes cibles au niveau de la population. Par exemple, nous avons les HSH. Qu'est-ce que ça veut dire? Les HSH, ça veut dire les homosexuels, les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Nous avons les PS, nous avons les miniers. Et les PS, excusez-moi, ça veut dire les professionnels de sexe. Nous avons les miniers, les gens qui évoluent dans les mines. Nous avons les routiers. Est-ce que tous ces gens-là sont répertoriés chez vous, par exemple? Bien sûr, c'est pour cela que je suis en train de vous dire le pourcentage de la maladie au sein de ces groupes cibles. En fait, nous les appelons des groupes cibles parce que c'est des personnes vraiment qui sont plus exposées à la maladie. Donc, c'est pour vous dire qu'au niveau des HSH, les hommes qui sont en sexualité avec les hommes, ils sont au nombre de 11% au niveau, selon l'ESCOM 2017. Au niveau des professionnels de sexe, nous sommes à 14,2%. Et au niveau des PS, des personnes malades de la tuberculose, nous sommes à 23,4%. Et au niveau des femmes enceintes, nous sommes à 3,5%. D'accord. Docteur, parlez-nous un peu des innovations d'ici. Moi, je me réfère toujours à 2030. Et vous parlez de 2020. Est-ce que d'ici 2020, on aura obtenu tous ces beaux résultats-là? Oui, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Mais moi, je m'aventure un tout petit peu en allant vers 2030. Vous vous dites 2020, c'est bon. Hein? C'est bon. Si vous voulez qu'il nous aille jusqu'en 2030, il n'y a pas de problème. Non, ne traînez pas. 2020, c'est bon. 19 même, c'est bon. Par rapport aux innovations, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, nous avons la politique dépister traiter.
Il y a 2 ans passés, pour être soumis au traitement ARV, il faut attendre jusqu'à ce que le taux de CD4 soit à 350. Mais de nos jours, avec l'avancée du traitement des politiques, actuellement, dès qu'une personne est dépistée séropositif, directement il est soumis au traitement. Ça, c'est pour minimiser les maladies opportunistes qui peuvent s'aggraver, venir compliquer la prise en charge de la personne. Nous avons aussi les 3,90 que je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est les 3,90, c'est les objectifs aussi d'ici 2020. Nous avons aussi la politique One Stop Shop. La politique One Stop Shop, c'est quoi? Ça, c'est pour un peu diminuer la stigmatisation et la discrimination autour du sida. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une personne qui vient dans un centre de santé pour être dépistée, soit par volonté ou par l'initiative du soignant, la personne vient, elle est dépistée séropositif. Le souhait serait que là où elle a été dépistée, qu'elle soit prise en charge par rapport au VIH, en même temps, s'il y a une maladie opportuniste, qu'elle soit aussi prise en charge directement là-bas. Qu'est-ce que vous appelez ici maladie opportuniste? En fait, les maladies opportunistes, c'est les maladies qui peuvent survenir au cours de la maladie sida. Donc ça peut être la tuberculose, surtout la tuberculose. Donc nous voulions, pour diminuer cette stigmatisation et la discrimination, pour ne pas aussi prolonger le parcours du malade pour aller chercher le soin. Nous voudrions qu'aussi un malade vienne dans un centre de santé, qu'il soit dépisté, mis sous ARV et mis sous traitement antituberculeux. Là, il a affaire à une seule personne. Il n'a pas besoin d'être dépisté à Donka pour aller chercher les antituberculeux à à Donka, les anti-ARV à Donka, et puis de Donka pour aller à Matam ou à la Carrière pour chercher les antituberculeux. Donc aussi, tous ces services sont réunis à un seul endroit. Ça facilite l'accès et non seulement ça encourage le malade à aller vers ses soins. D'accord. On parlait de ça tout à l'heure et puis la suite c'était quoi d'ailleurs? On était toujours dans les innovations. Allez-y. Il y a toujours encore... Il y en a beaucoup, hein? Oui, il y en a, mais il faut en parler. Et il y a de ces innovations encore qui ne sont pas encore possibles chez nous, mais nous souhaitons être dans ça, comme le dépistage, autodépistage par exemple, comme ça se passe avec la grossesse, le diabète, les tests de grossesse par exemple. Voilà, donc nous souhaitons avoir ces tests, que ça soit disponible, accessible à tout le monde. Tu n'as pas besoin d'aller dire à quelqu'un, je suis venu faire mon test de dépistage, tu vas à la pharmacie. Dans les autres pays, ça a commencé. C'est mieux d'ailleurs, c'est discret. Oui, ça a commencé dans les autres pays. Donc nous sommes en train de mener les combats pour que ça soit aussi effectif chez nous ici. J'espère que ça va pas être trop cher. Disponibiliser les tests à tout le monde. Et puis, même chez ton petit boutiquier, tu peux aller acheter ton test. Mais il faut que ça soit dans les pharmacies, c'est plus rassurant. Pas de problème. C'est plus garanti, au lieu que ça soit dans les magasins. Oui. Alors c'est plus discret, plus on peut se faire dépister et plus se faire soigner sans que... Voilà. Alors, les innovations encore, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Moi, je me dis d'ici 2030. Il y a, comme innovation encore, il y a la vision Guinée 2030. Nous voulions avant 2030 que nous voulons une génération sans sida. Donc, les voies, on est en train de mettre tout en œuvre vu que d'ici 2030, qu'il y ait une génération sans sida. Alors, comment est-ce que vous parvenez à faire ça? C'est à travers tout ce que nous sommes en train de faire, les sensibilisations, l'accessibilité aux soins. Est-ce que cette sensibilisation n'est pas plutôt concentrée à Conakry? Qu'en est-il de l'intérieur? Mais ce que je vous ai dit, d'ici jusqu'à Youm, dans la dernière préfecture de la Guinée ou dans le petit village de la Guinée, il y a les sites de prise en charge, les sites de dépistage. Actuellement, nous sommes à 100, si je ne me trompe pas, nous sommes à 162 sites de dépistage volontaire. Donc, 162 dépistages et 162 structures aussi de santé. Oui, structures de santé. Excusez-moi. Chers téléspectateurs, je rappelle que nous avons sur ce plateau Dr Keita Nansira, chargé du Comité national de lutte contre le sida, mais également chargé de l'étude et d'enquête dans ce comité. Nous continuons, on parlait tout à l'heure des innovations.
Les innovations et quoi d'ailleurs? Il y en a beaucoup. Hein? Oui, on parlait tout à l'heure des centres de dépistage volontaire. Voilà, on avait dit il y a 162 structures. Oui, 122. Je me suis trompée, à 122 sites de dépistage, conseil dépistage volontaire. Il y a 369 sites de PTME, de la prévention de la transmission mère-enfant. Il y a 67 sites de prise en charge. Donc en Guinée, il y a 67 centres là où tu peux être prise en charge avec tous les examens médicamenteux. C'est suffisant, ces centres de dépistage? C'est pas suffisant, mais pour le moment, c'est ce qu'on a sous la main et on est en train de faire. On se contente de ce qu'on a. Voilà, de Très ce bien. qu'on a. Mais on veut que ça soit jusqu'à l'intérieur, comme vous l'avez dit. Hein? Oui. Les sites de dépistage volontaires pour la population guinéenne. Docteur, quand on a parlé tout à l'heure, on a abordé les grandes lignes, à savoir les modes de transmission, les modes de contamination d'ici 2030. Moi, je dis toujours 2030. Et puis, vous avez dit 2020. Espérons d'ici 2020, on aura les 3,90. Et parlez-nous un tout petit peu les modes de... On a parlé d'innovation également, les modes de prévention. Les modes de prévention, il y en a assez, il y en a beaucoup. Par exemple, on peut parler de la fidélité. Tu commences par là. La fidélité, le port correct des préservatifs, parce que si tu ne peux pas être fidèle, mais si tu fais ton ami le préservatif, je pense que ça peut te protéger. Ça, c'est au niveau des jeunes. Il faut toujours conseiller le port systématique et correct des préservatifs. C'est ça, surtout. La prévention chez les jeunes, vous avez dit tout à l'heure, l'abstinence n'a plus sa place avec les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et l'Internet qui a une grande influence sur la jeunesse en général, hein, pas la jeunesse guinéenne seulement, la jeunesse en général. Alors, qu'est-ce qu'on peut recommander aux jeunes? Pas l'utilisation de préservatifs, ça c'est un site aux jeunes de pratiquer les rapports sexuels. Il faut avoir un certain âge pour le faire. En tout cas, c'est ce que recommandent nos parents, ce que nous recommandons nous, les mères. Alors, qu'est-ce que vous recommandez, par exemple, à ces jeunes, par exemple? Bon, vous savez, on ne peut pas exclure totalement l'abstinence, on le dit, parce que à l'impossible, nul n'est tenu. C'est pour cela qu'on est en train de dire d'autres modes de prévention. Mais l'essentiel, au fait, moi je vais dire l'original, c'est l'abstinence. Il faut t'abstenir, c'est l'abstinence. Si un jeune ne peut pas pratiquer l'abstinence, alors il faut aller avec le préservatif. Il n'y a pas d'autre moyen. Parce que sans le préservatif, tu vas en couple avec quelqu'un que tu ne connais pas. Même si tu le connais, toi, tu peux te connaître, mais tu ne connais pas ton prochain. Tu ne sais pas ce que... Ton conjoint plutôt. Tu ne sais pas ce qu'elle vit dans sa vie. Donc, tu ne peux pas être sûr de la personne à 100%. Donc, pour ta sécurité et la sécurité de ton conjoint, l'idéal est de porter le préservatif. L'idéal, c'est de porter le préservatif. C'est pas le dernier mot, mais en tout cas, c'est ce que notre spécialiste du jour sur les questions liées au VIH-Sida, docteur Keita Nansira, du Comité national de lutte contre le sida, vous recommande les jeunes. Hein? Alors, est-ce que l'on peut éradiquer le VIH-Sida en Guinée d'ici quand? Bon, l'objectif des 90, là, c'est d'ici 2030. On a vraiment envie, c'est ça l'idéal. Nous voulons vraiment éradiquer le sida. Si nous parvenons à atteindre les 3,90, force est de croire que nous pourrons vaincre la maladie du sida d'ici 2020. On peut éradiquer. Nous sommes en 2017, bientôt 2018, docteur Nansira. C'est pas avec l'espoir, on peut. Espérons que l'on peut éradiquer cette maladie. Alors, rappelez-nous encore quelques comportements préventifs au niveau des jeunes, comment vous appelez déjà les professionnels de sexe et puis les homosexuels. Quel comportement préventif vous les proposez, par exemple? Bon,
Et au niveau de ces groupes cibles, par exemple les homosexuels, nous les demandons, nous les conseillons d'être très vigilants par rapport aux IST qui peuvent survenir souvent chez ces personnes. Et d'utiliser le préservatif. Oui, d'abord les IST, parce que quand c'est la porte d'entrée de la maladie. Donc d'abord, au-delà du port des préservatifs, ils doivent être vigilants par rapport aux IST. Ils doivent soigner de façon très correcte les IST pour empêcher toute éventualité, parce que les IST représentent la porte d'entrée de la maladie à VIH. Donc ça, c'est valable et chez les homosexuels et chez les PS. Les professionnels de sexe. Par rapport aux routiers, nous leur demandons aussi l'utilisation correcte du préservatif, parce qu'on ne sait jamais à qui on peut avoir affaire. Idem que les populations carcérales, les gens qui vivent dans les prisons, les pêcheurs, évidemment. On n'en a même pas parlé, les pêcheurs, non pas les pêcheurs, les gens qui sont dans les prisons. Oui, la population carcérale, il y a un taux aussi par rapport à ces gens, ils sont Il paraît les milieux des transporteurs aussi. Hein? Oui, ce sont eux, les transporteurs, c'est eux les routiers en fait, on les appelle. Et les miniers, vous avez fait cas aux miniers? Oui, les miniers sont... Oui, les miniers, c'est les gens qui travaillent dans les mines. Tout à fait. Voilà, donc chez les... Alors, vous pensez qu'il y a un taux élevé de la maladie dans ce milieu-là? Bien sûr, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai dit, eux, ils constituent une population cible. Ils constituent des gens vraiment qui doivent intéresser le comité national, parce que c'est dans ces groupes, des groupes de personnes qu'on peut vraiment retrouver la maladie à un niveau un peu élevé par rapport à la population en général. Vu le métier qu'ils exercent, comme les métiers de transporteurs, le métier de minier, le métier de PS homosexuel. Et ceux qui sont, rappelez-nous, ceux qui sont dans les prisons, qu'est-ce que vous leur recommandez par exemple? C'est l'utilisation du préservatif, on n'a pas le choix. L'utilisation comme ils sont prisonniers, alors on va déposer les pots de préservatifs. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça se fait actuellement? Bon, ça se fait. Il y a les ONG, il y a les ONG qui le font. J'en viens, docteur Keda, j'en viens. Si ce n'est pas fait, c'est l'opportunité de penser à cela, et de poser ou d'amener des cartons de préservatifs dans... Vous avez parlé tout à l'heure, le mot que vous avez employé, c'était quoi d'ailleurs? Les gens qui vivent dans les prisons. La population carcérale. La population carcérale. Alors, il faut penser à cela. Et puis, les transporteurs, il faut quand même les sensibiliser. Les hommes en uniforme, il ne faut pas les oublier. Ils font partie tous des cibles, des personnes cibles. Bon, pour vous rappeler, au niveau des miniers, le pourcentage est à 5,1%. C'est beaucoup. Chez les pêcheurs, à 4,6%. Et chez les populations carcérales, à 8,5%. C'est trop élevé. Donc, alors, on a parlé, en tout cas, moi je connais, il y a la Coordination nationale de lutte contre le sida qui œuvre le programme national de prise en charge. Oui, et puis il y a le comité aussi. En fait, je vous rappelle que... Vous jouez le même rôle là? Non, en fait, le comité national de lutte contre le sida est l'organe suprême de coordination de toutes les activités qui vont dans le sens de la lutte contre le sida. Donc le ministère, le programme dont vous faites allusion relève du ministère de la Santé, mais nous travaillons avec le programme. En synergie. Est-ce qu'il y a d'autres entités qui vous épaulent, par exemple les ONG qui luttent dans le même sens? Bien sûr, il y a beaucoup, il y a des partenaires, par exemple, il y a le Fonds mondial, il y a l'UNICEF, l'ONU-SIDA, il y a... D'autres organisations, d'autres ONG locales, nationales. Bien sûr, on a FMG, on a Fraternité Médicale, il y a plein d'ONG qui travaillent avec nous, qui sont des sous-bénéficiaires même. Les gens auxquels nous disponibilisons des fonds pour aller mener des activités sur le terrain. Donc il y en a plein. Mais le CNLS reste l'organe suprême de coordination de toutes les activités qui allant dans le sens de la lutte contre le sida. La lutte contre le sida. Alors, nous allons bientôt finir cette émission. Alors, est-ce que, Dr Keita, vous avez envie de faire passer un message particulier à la population guinéenne ici sur ce plateau?
Oui, le message que j'ai à passer, c'est de demander à tout un chacun d'aller se faire dépister parce qu'on ne sait jamais. Donc, il faut aller se faire dépister. Si tu es dépisté et que tu es séropositif, la prise en charge est gratuite, les médicaments sont disponibles et l'accompagnement psychosocial, tout est en place. Donc, tout le monde, nous invitons tout le monde à aller se faire dépister pour être mieux suivi, mieux pris en charge. Allez-y. C'est le seul message. Vous avez d'autres? Vous n'avez pas envie de partager quelques nouveautés lors du 1er décembre, lors de la journée mondiale du... Oui, nous célébrons cette journée avec les partenaires, avec les jeunes, avec beaucoup de personnes. En fait, il y a d'ailleurs le mois de décembre est le mois du sida. Voilà, il y a une semaine que le secrétariat exécutif, à travers son secrétaire exécutif, nous avons procédé à la remise d'une importante quantité de médicaments, des engins roulants et de matériel, beaucoup de matériel, beaucoup de médicaments et des engins roulants, des consommables et tout. On a remis ça aux ONG, pour tout ça là, c'est pour faciliter l'accessibilité aux soins, au traitement. Donc nous travaillons, nous menons des activités durant tout le long du mois du sida, du 1er au 30 décembre. Et vous, même après le mois du sida, vous continuez? Bon, nous sommes là pour ça. Le comité national contre le sida est là pour ça. Mais le mois du sida, le mois de décembre est un mois spécial à travers le monde entier dans la lutte contre le sida. Comme pour beaucoup d'autres maladies d'ailleurs, on a une journée, une semaine pour mener, pour célébrer une journée mondiale ou une semaine. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai dit JMS fait partie des 8 journées internationales importantes pour l'OMS. Donc, comme la journée de lutte contre... Par exemple, la journée du sans-tabac, don de sang, l'hépatite, le diabète, beaucoup, le palu, il y a des journées comme ça. Donc, JMS fait partie de ces journées. Alors, le dernier mot, nous allons clôturer cette émission. Nous sommes au terme de Dites-moi tout, docteur, de ce dimanche. Nous célébrons la journée mondiale du VIH-Sida sur ce plateau en mode Dites-moi tout, docteur. Alors, le dernier mot, docteur Keita Nansira. Mon dernier mot, j'invite tout le monde à aller se faire dépister. La prise en charge est gratuite. Les sites sont ouverts, ils sont vraiment accueillants. Le personnel est disposé à vraiment recevoir tout le monde. Et surtout, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de venir m'exprimer sur cette maladie et au courant du mois du sida. Alors, le partage est partagé, le plaisir est partagé, chers téléspectateurs. Alors, je rappelle que nous étions avec docteur Nansira Keita du Comité national de lutte contre le sida est chargé également de l'étude et d'enquête dans ce comité qui était sur ce plateau de Dites-moi tout, docteur. Nous avons passé 55 minutes ensemble et j'espère que toutes les grandes lignes ont été touchées sur ce plateau lors de la journée mondiale du mois de décembre, surtout le 1er décembre qui a été une journée mondiale pour... Dans la lutte contre le sida, dans le monde entier, et y compris à l'instar de la Guinée. Chers téléspectateurs, c'est sur ces mots que nous vous disons au revoir. Merci à toute l'équipe technique du dimanche qui m'accompagne pour la réalisation de cette émission. Je ne cesse de vous rappeler, prenez soin de vous, de votre environnement. Surtout, n'utilisez pas les outils, vous l'avez dit, souillés, les lames, les dames tranchants, les seringues, voilà. Et puis les dames qui vont dans les salons, venez avec vos accessoires pour éviter la transmission de cette maladie. On se retrouve très bientôt sur la même chaîne, à la même heure. Prenez soin de vous et gardez surtout le sourire. C'est aussi, quoi qu'il arrive, c'est aussi un remède. Hein? Évidemment. Allez, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Merci.